9 heures. Une grève de 144 heures en vue au niveau de l'enseignement supérieur à partir du lundi 7 juillet 2025. Le syndicat national de l'enseignement supérieur exige la satisfaction de ces doléances. Vous allez les découvrir dans ce journal. Une menace de tempête pèse sur Bamako et 11 régions du Mali. Telle est la prévision de l'agence Mali Météo qui invite les populations à la prudence. Plus de précisions sur cette prévision dans cette édition. Madani Touré, ancien ministre délégué du budget, a été entendu ce jeudi 19 juin 2025 dans le procès de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Ce témoin clé et l'ancienne ministre de l'économie et des finances ont exposé leur version devant la Cour. Vous allez entendre leur version avec notre reporter Lolo Madibaté. Et voilà donc pour les sommaires. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Bamako est sous la pluie et Mali Météo l'avait bel et bien annoncé. Dans sa prévision d'aujourd'hui, l'agence Mali Météo annonce des tempêtes avec de fortes averses sur Bamako ainsi que 11 régions sur l'ensemble du territoire national. Les populations sont donc appelées à la prudence. Awasanobu. L'Agence nationale de la météorologie Mali Météo a lancé ce matin un avertissement urgent concernant la météo. Les tempêtes avec de fortes averses qui se sont manifestées en début d'après-midi dans la région de Douanza devaient s'étendre petit à petit au district de Bamako et à 11 autres régions du pays dans les heures qui suivent. Régions concernées sont Mopti, Badjangara, Nara, Nyoro, Sikasso, Ségou, San, Kuchala, Kita, Kaï et Kulikoro. D'après le bulletin officiel, les orages vont affecter dès ce jeudi, à la fois dans la journée et la nuit dans le district de Bamako, les régions centrales Mopti, Badjangara, Ségou et San. Donc, prudence. La compagnie commune de réassurance des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance SICARE a tenu sa 43e Assemblée générale ordinaire et son 158e conseil d'administration. Ils ont permis aux administrateurs d'examiner le rapport budgétaire de l'année précédente et de discuter des perspectives de la compagnie. Le point avec Gabriel Keita. Examiner le rapport budgétaire de l'année écoulée et prendre un ensemble de résolutions stratégiques étaient entre autres points inscrits à l'ordre du jour des travaux de la 43e Assemblée générale de la SICARE. Un chiffre d'affaires de 136 milliards de francs CFA réalisé au terme de l'exercice 2024 et un résultat net de 11 milliards de francs CFA traduisant la robustesse de notre modèle économique, la discipline financière appliquée avec rigueur et la pertinence de la stratégie déployée. Ces performances ne sont pas fortuites. Elles résultent d'un travail collectif mené avec rigueur par le conseil d'administration, d'une vision claire portée par la direction générale et d'un engagement constant du personnel à tous les niveaux de la compagnie. Le directeur général de la SICARE a pour sa part souligné l'importance des résolutions stratégiques adoptées lors de cette assemblée. Selon lui, elles permettront de relever les défis majeurs auxquels la compagnie fait face. Ces initiatives sont essentielles pour garantir la stabilité et l'efficacité des opérations de réassurance dans la région. L'élaboration et l'initiative de la mise en œuvre du plan stratégique de développement de la compagnie, dénommé SICARE Ambition 2029, avait pour mission de devenir le leader de la réassurance en zone ciment, moteur de l'essor de l'assurance en Afrique et pour principaux objectifs de garantir la solidité financière de notre société, renforcer notre position sur le marché de la réassurance et accroître la valeur pour nos actionnaires, permettront, entre autres, de relever ces défis et d'insuffler une nouvelle dynamique à la compagnie.
Tout en exprimant son soutien à la SICARE, le ministre de l'économie et des finances, Alfousseni Sanou, a rassuré de l'engagement de son département à accompagner la mise en œuvre des recommandations formulées lors des travaux de la 43e Assemblée générale ordinaire. Il n'a surtout pas oublié de rappeler l'importance d'une collaboration étroite entre le gouvernement et la SICARE afin de favoriser la croissance et le développement du secteur de l'assurance en Afrique. En ma qualité de président du Conseil des ministres de la CIMA, je vous exhorte à préserver dans l'excellence et surtout dans l'accompagnement des sociétés d'assurance de notre espace intégré en vue de promouvoir un développement harmonieux de l'industrie des assurances. Je reste convaincu que vos réflexions, vos contributions et vos décisions lors de la présente Assemblée seront à la hauteur de ces ambitions. Je vous encourage donc à engager les travaux dans un esprit d'écoute, de responsabilité. À cet égard, je voudrais vous assurer que les résolutions qui seront issues de vos différents travaux feront l'objet d'une attention particulière de la part du Conseil des ministres de la CIMA. Cette 43e Assemblée générale ordinaire de la SICARE, couplée à son 158e Conseil d'administration, a vu la participation de 12 pays membres de la compagnie commune de réassurance des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, a aussi organisé ce jeudi, le 19 juin 2025, sa 50e session ordinaire de son conseil d'administration. Une occasion pour les administrateurs d'examiner les rapports d'activité et financiers au titre de l'année 2024. Une instance chargée de l'orientation, de la supervision et de l'approbation de la gestion de l'agence. Un compte rendu signé Lassine Diakité. Cette session a porté sur l'examen du rapport d'activité et du rapport financier 2024 de l'Agence nationale pour l'emploi. Aussi, les administrateurs sont penchés sur le rapport du commissaire aux comptes sur la certification des états financiers. À cette occasion, le directeur général de l'ANPE a annoncé que 83% des activités programmées ont été réalisées. Nous avons donc au niveau du rapport d'activité réalisé 83% des taux d'exécution en termes de mise en œuvre du plan de travail annuel 2024. Dans le cadre de la mise en œuvre en déclinaison des différents objectifs ici du plan stratégique de développement 2021-2026, vous avez aussi quelques indicateurs que je vais partager aussi avec la presse. Dans le cadre, au niveau du domaine de l'intermédiation, c'est-à-dire tout ce qui est mise en relation des offres et demandes d'emploi, prospection, recrutement du personnel, emploi salarié, sur une prévision de 3500, nous avons donc placé 2800 donc en termes de placement d'emploi salarié, et nous avons aussi enregistré 4000 demandes d'emploi sur la période, donc sur l'exercice 2024. Dans le cadre du domaine de l'auto-emploi, nous avions accompagné au niveau des financements PME-PMI 65 PME-PMI au niveau de nos partenaires donc bancaires et du secteur de la microfinance. Ces 65 PME-PMI ont généré 2100 emplois, auto-emploi. Au niveau toujours de l'intermédiation, il faut reconnaître que le guichet unique de l'ANP au sein de l'API, l'Agence pour la promotion des investissements, a pu faire des efforts louables parce que sur la période 2024, nous avons délivré 1700 déclarations d'ouverture d'établissements, c'est-à-dire les nouveaux établissements qui se créent pour aussi renforcer la dynamique économique locale de création d'emplois. Le président du conseil d'administration a salué la performance de l'agence et félicité le DG pour sa reconduction à la tête de l'Association africaine des services d'emploi public, une organisation regroupant 78 pays. Il a également invité les membres à examiner avec rigueur les documents pour renforcer les résultats futurs. Permettez-moi de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour adresser au nom de l'ensemble des administrateurs mes très vives et chaleureuses félicitations au directeur général M. Ibrahim Adnoko, suite à sa réélection à la présidence de l'Association africaine des services d'emploi public, ASEP. Mesdames et messieurs les administrateurs, au cours de cette session, vous aurez à vous pencher également sur le rapport du commissaire aux comptes, exercice clos au 31 décembre 2024, le rapport financier 2024, ainsi que le point d'exécution des tâches assignées à la direction générale lors de la 49e session ordinaire. Je vous invite à examiner minutieusement
Les documents soumis à votre appréciation et vos contributions de qualité permettront, j'en suis persuadé, de donner à l'agence les orientations et conseils nécessaires à la dimension de ses ambitions. Cette session marque une étape importante dans la dynamique de performance de l'ANPE et témoigne d'un engagement continu pour la promotion de l'emploi au Mali. Le procès de l'affaire dite achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires continue. Ce jeudi, lors d'une audience très tendue à la Cour d'appel de Bamako, Madani Touré, ancien ministre délégué du budget, a pris la parole par visioconférence afin de s'exprimer sur l'acquisition de l'avion présidentiel et des équipements militaires. M. Touré a formellement nié son implication dans la détermination du prix de l'avion présidentiel et dans l'achat des équipements militaires. Cette version a été catégoriquement rejetée par Mme Boiré Sissoko, qui réaffirme que l'ancien ministre délégué était bel et bien impliqué dans le processus contractuel lié à l'aéronef. Lolo Madibati. Enfin, Madani Touré, ancien ministre délégué chargé du budget au moment des faits, a pu s'exprimer devant le tribunal dans l'affaire dite de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Lors de son audition par visioconférence, il a détaillé des étapes clés, la réunion des cadres du ministère de l'économie et des finances et la lettre d'acquisition de l'aéronef. Nous avons tenu une réunion le 8 janvier 2024 pour discuter du chemin de l'acquisition de l'avion présidentiel, a-t-il déclaré. Il a ensuite précisé son rôle dans cette affaire. La lettre de l'achat de l'avion lui a été envoyée par email en raison de l'urgence de la situation. Pour éviter son échec, il a transmis cette lettre à son collègue Ben Katra afin qu'il la traite et la soumette à la ministre de l'économie et des finances, étant donné qu'il était également impliqué dans une situation de SNESUP. À part cela, je n'ai joué aucun autre rôle dans l'acquisition de l'aéronef. Je suis formel, a-t-il affirmé. Son audition a duré plus de 2 heures. Au cours de l'audience, le président du tribunal, les avocats de la défense, les conseillers, le parquet ainsi que Boiré Sissoko ont posé de nombreuses questions, notamment sur le paiement de factures et les protocoles des équipements militaires. En réponse, l'ancien ministre a nié avoir été informé du paiement de la facture, affirmant n'avoir reçu aucun document concernant l'achat des équipements militaires. Lors d'un échange animé, Madani Touré a indiqué que le coût de l'aéronef était estimé à 18,5 milliards de francs CFA. Cependant, le rapport du vérificateur général évalue le coût à seulement 7,970 milliards de francs CFA. Selon l'ancien ministre de la Défense, Soumaïla Boubé Maïga. Quant à Philippe Boiré, elle a invité Madani à fournir le document reçu de la part du conseil du président. L'ancien directeur de la Banque Atlantique a également été appelé à témoigner pour clarifier le décaissement de 100 milliards de francs CFA dont il a été garant. L'ancien Premier ministre Tatamli se prononcera demain vendredi via vidéoprojecteur pour fournir des détails supplémentaires. Ce projet, dont la durée est susceptible de se prolonger, s'inscrit dans un contexte d'implication de plusieurs personnalités, notamment des anciens ministres et des officiers supérieurs. Les faits incrimés remontent au début du premier mandat du défunt président Ibrahim Boubacar Keïta. Dans la même veine, c'est-à-dire parlant toujours de justice, Mamadou Traoré, dit le roi, président du parti Alternative pour le Mali, a été condamné par la justice à 1 an de prison ferme et une amende de 500 000 francs CFA pour atteinte au crédit de l'État, diffusion de fausses nouvelles relatives aux forces de défense et de sécurité via des propos tenus en ligne ou lors de déclarations publiques. Il avait été interpellé en avril dernier par le pôle judiciaire de lutte contre la cybercriminalité, quelques jours après son intervention sur la gestion de la transition sur un média de la place.
Par ailleurs, pour renforcer le lien entre formation académique et secteur minier, le groupe Université Gemini Management International a organisé ce jeudi une rencontre entre les étudiants de la filière mine et un expert reconnu du domaine. Il s'agit du docteur Abouzaïd Ousmane Maïga, directeur des opérations de la mine d'or de Siama. Une initiative qui vise à rassurer les parents, motiver les étudiants et soutenir l'ambition du pays vers une souveraineté minière. La rencontre s'est tenue dans la salle Amadou Ampatieba du groupe. Et les détails, c'est avec Amadou Diarra et Zakaria Omar Keïta. Pour permettre aux étudiants de comprendre les enjeux liés au secteur minier et rassurer les parents sur la qualité de leur encadrement, le groupe Université Gemini Management International a initié une rencontre entre le directeur des opérations de la mine d'or de Siama, Dr Abouzaïd Ousmane Maïga, et les étudiants de la filière mine de Gemini. L'université travaille sur 3 axes clés liés au secteur minier. C'est-à-dire la partie exploitation, c'est-à-dire la recherche même de la mine, la localisation des minerais. Puis nous avons l'exploitation, c'est le mining, c'est trouver le minerai, le traiter et le transformer. Et c'est dans ce domaine-là que le Mali et l'Afrique entière doivent s'améliorer. Voilà. Puis la troisième partie, c'est l'environnement minier. C'est-à-dire une fois les métaux extraits, les dégâts qui se font sur l'environnement, nous formons nos étudiants pour qu'ils apprennent à les réparer, pour que le pays puisse bénéficier, continuer à faire l'agriculture durable, continuer à avoir de l'eau potable. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement de la jeunesse dans la quête de souveraineté minière du Mali. C'est-à-dire que cette souveraineté minière doit passer par une formation éducative de base et un engagement sérieux pour que nos autorités sachent que l'enseignement supérieur minier malien est dans leur sillage et nous les accompagnons pour leur réussite. Le conférencier Dr Abouzaïd Ousmane Maïga a partagé son expérience et ses conseils. De leur côté, les étudiants n'ont pas manqué de saluer l'excellence de la formation dispensée à Gemini dans le domaine minier. Une université qui est reconnue internationalement, avec des enseignants de qualité, des partenariats comme vous êtes témoin aujourd'hui. Gemini est la meilleure université à Bamako. Donc si les jeunes ils veulent avoir un plan de carrière réussi, ils doivent travailler sur l'aptitude que Gemini est en train de les donner aujourd'hui et leur attitude, qui est leur propre comportement. Aujourd'hui, Gemini a des rues. Moi, j'ai des ingénieurs sortant de Gemini, en métallurgie comme en mine, qui sont brillants, qui ont de très bons résultats. Je ne sais pas si Touré le sait, un de mes meilleurs ingénieurs métallurgistes aujourd'hui est un sortant de Gemini. À la fin, le président fondateur du groupe Gemini a remis aux conférenciers 2 de ses ouvrages, Comment le Maroc a lancé son émergence sur la période 1996 à 2007, tome 1 et 2, ainsi qu'un ouvrage en guise de reconnaissance. Je vous l'annonçais à l'entame de ce journal, le syndicat national de l'enseignement supérieur projette une grève de 144 heures à partir du lundi 7 juillet 2025. Et oui, dans une correspondance adressée au ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le comité exécutif national du syndicat national de l'enseignement supérieur menace d'observer à partir du lundi 7 juillet jusqu'au samedi 12 juillet 2025 une grève de 144 heures automatiquement renouvelable si les doléances ne sont pas satisfaites. Il s'agit de la finalisation de la procédure de la prime de recherche avec rappel à compter de la date de signature de l'ordonnance de 2017 et le paiement intégral des heures supplémentaires et des tâches liées aux examens. Après Souleymane Bougou, la semaine dernière, la Banque malienne de solidarité, BMSSA, a inauguré le jeudi 19 juin 2025 une nouvelle agence à Ngolonina, dans l'arrondissement 2 du district de Bamako. Cette agence vient ainsi renforcer la capacité de la banque à faciliter les opérations quotidiennes de ses clients. Oumar Keïta. Dans le cadre de la politique d'extension de son réseau bancaire en vue d'être plus proche de ses clients, la Banque malienne de solidarité BMSSA vient d'inaugurer une agence à Golonina dans l'arrondissement D du district de Bamako.
Cette nouvelle agence porte ainsi le nombre des agences de la BMS SA à 45 à travers le pays. L'objectif est non seulement de rapprocher la banque de ses clients, mais aussi de leur offrir un service de qualité. Nous croyons fermement que chaque citoyen, chaque entrepreneur, chaque famille mérite un accès simple, sécurisé, personnel aux services financiers. Cette agence incarne notre volonté de rapprocher la banque de ses clients en alliant expertise humaine et solutions technologiques pour proposer un engagement personnalisé, moderne et accessible à tous. À partir d'aujourd'hui, cette agence, c'est la vôtre. N'hésitez pas à franchir nos portes, à poser vos questions, à partager vos ambitions. Nous serons là, à vos côtés, pour vous proposer des solutions innovantes, adaptées et personnalisées par rapport à vos préoccupations. Cette agence flambant neuve, répondant à toutes les commodités d'un service de banque moderne, a été bien accueillie par les habitants de l'arrondissement du district de Bamako. J'étais loin de mes banques BMS, je faisais mes opérations ou à la direction ou à l'agence de Bolibana, ensuite à l'agence de Misra. Moi je suis un habitant du quartier Narela. S'il y a une nouvelle agence à Narela aujourd'hui, je ne peux que m'en réjouir. J'ai aussi constaté l'accueil, le bon accueil de cette agence, surtout de la part du chef d'agence. Félicitations à la BMS. Nous sommes très contents au nom de la délégation spéciale de la commune du district de Bamako, vraiment d'avoir un coin, une banque comme la BMS. Ma BMS, parce que c'est ma banque, et que j'invite tout le monde, j'invite la population vraiment à adhérer. La coupure du ruban symbolique et une visite des locaux de la nouvelle agence ont mis fin à la cérémonie d'inauguration. Oui et non, les deux mots, les plus brefs et les plus anciens, sont ceux qui requièrent le plus de réflexion. Pythagore, merci à l'ensemble de réalisations de cette édition qui sont ici malgré la pluie pour vous offrir le meilleur de l'info. Merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.